Bonjour chers amis auditeurs, téléspectateurs. Nous sommes donc à Lubu, le bar Lubu, place Rigaud à Perpignan, ancienne place d'Alblat. Et nous avons avec nous Pierre Danois, c'est la 4e édition de Vinoscopie. Cette émission dont le nom est inspiré de la fameuse radioscopie de Jacques Chancel. Donc merci à Nicolas Codeville qui a eu l'idée de cette émission, merci à Lubu qui nous accueille, merci à notre invité Pierre Danois. Et d'ailleurs, je rappelle que ces vinoscopies sont visibles sur le site L'Architel Contre-Attaque peu de jours après qu'elles aient été filmées. Voilà, donc je commence par détourner un proverbe, comme chaque fois, mais là je suis content parce que j'ai réussi à détourner un proverbe dont le détournement correspond un petit peu à notre ami Pierre. C'est chasser le naturel, le vin revient au galop. Alors voilà, Pierre, voilà, ton domaine est toi-même, et puis ensuite un petit historique de ta vie de paysan. Le domaine, un don très simple, c'est le domaine à Magat. C'était la phonétique. Je suis plutôt assez discret dans la communication. Oui, en catalan, ça veut dire caché. Ouais, voilà, c'était un peu le but de faire, d'en parler le moins possible, si c'est le cas aujourd'hui. Après, j'ai un parcours assez simple, échec scolaire, donc à 17 ans j'ai fait aide familiale. Et à 19 ans j'ai tenté l'aventure, je me suis installé agriculteur, donc là il y a 38 ans que je suis agriculteur. Ça m'évitera de te demander l'âge, hein, vous savez calculer, 19, voilà, 38. Donc, j'ai 57 ans, et donc 38 ans d'agriculture à mon nom, dans des récoltes propres. J'ai toujours été dans la diversification, il y a eu... À l'installation, c'était vigne et un peu On le dira après, parce que c'est quand même passionnant ce que tu vas dire sur tes activités actuelles. Mais tu as été longtemps vigneron, quoi. J'ai été une grosse partie jusqu'à il y a 14 ans en arrière vigneron en cave coopérative et avec d'autres caves culture. Et puis j'ai basculé dans ce que tu vas nous dire tout à l'heure, voilà, et qui est passionnant. Très bien. Est-ce que tu peux parler un peu de tes pratiques dans la vigne et dans la cave? Alors, je peux dire d'abord que j'ai pratiqué plusieurs agricultures. La conventionnelle, ceux qui appellent chimique, qui me dérange énormément. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'on mette le produit chimique sur une agriculture conventionnelle qui a aujourd'hui nourri les populations, tout simplement. Et ouais, ça, on va y revenir, parce qu'il faut... Oui. Non pas que je veuille contester, moi je suis là pour te faire parler, que tu te révèles tel que tu es, mais pour comprendre, mais d'accord. Moi j'ai appris mon métier de paysan et l'amour de la terre et des cultures liées à la terre à travers cette agriculture-là. Et puis avec la quarantaine, c'est un peu la pression familiale et la pression de l'entourage que j'ai basculé vers l'agriculture biologique, qui au départ, j'avoue sans aucune honte, ne m'attirait pas plus que ça. Ben après, comme beaucoup de choses, une fois qu'on a mis le doigt dedans, on a du mal à sortir. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire ce basculement, on ne t'a pas poussé quand même. Il y a eu des prises de conscience, ou alors oui, c'est juste pour faire plaisir à quelqu'un? Prise de conscience, pression de ma femme, qui en permanence me mettait on va manger avec elle ce soir, hein, voilà. Je la féliciterai. Puis les rencontres comme le domaine Matassa, qui m'ont incité à aller vers cette agriculture, mais je suis fier de ma première partie d'agriculture où je le répète, j'ai vraiment appris le métier de paysan à travers cette agriculture-là et le reste de la terre. Alors, voilà. Mais ça c'est bien, et moi je peux en témoigner, puisque il se trouve que les vignerons qui viennent là sont des gens à qui je demande de venir pour le portrait, mais on est aussi amis, et j'admire chez toi cette espèce d'amour de l'acte agricole, c'est-à-dire la plante. C'est l'essentiel. Hein. Voilà. Il n'y a rien sans la plante, il n'y a rien sans la terre. Et l'amour, il y a des gens qui font... il y a tout un discours dans la ville, sur la vigne doit se faire. Moi non, je me définis surtout pas comme un vigneron, je me définis comme un paysan. Je ne veux pas être vu comme un vigneron, je veux être vu comme un paysan. Je ne suis qu'un paysan, je dois tout à la terre. Et je vous dis, les premières 20 années de ma vie, j'ai tout appris dans ce milieu-là, dans ce vrai milieu de paysans. Qui étaient issus comme moi, des gens qui n'étaient pas allés à l'école, qui ont tout appris sur le tas, avec beaucoup d'échecs. On apprenait en permanence des échecs, donc moi je dis toujours une erreur une fois. Et c'est ce qui m'a permis de tenir jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et de rebondir, on pourrait dire quand même que dans ta vie tu as rebondi. Ben oui, je passe ma vie à rebondir et à en apprendre tous les jours, j'adore en apprendre tous les jours. J'adore les expériences nouvelles. Tu es un paysan kangourou, on va dire. Ouais, on arrête les comparaisons là quand même. Bon, alors, Pierre... donc je reviens sur ma question parce que finalement tu as pas les pratiques, c'est-à-dire comment tu travailles à la vigne et comment tu travailles à la cave. En quelques mots. J'ai connu quand même, vu mon âge, j'ai connu le tout début de la chimie où les agriculteurs ne l'utilisaient très peu parce que c'était cher. Donc j'emploie les mêmes méthodes
des mêmes pratiques que mon père et que j'ai employées au début dans les années 78, 80 quand j'étais familial. C'est-à-dire maintenir les cultures le plus propres possible. À l'heure actuelle, j'emploie que des produits de traitement bio qui sont des fois plus ou moins performants. Il ne faut pas faire glorifier cette agriculture. Des fois, les produits qu'on utilise ne sont pas aussi performants qu'on veut le faire croire. Mais voilà, mes méthodes sont très simples et je me définis comme un écolo pragmatique, c'est-à-dire je vais toujours droit au but. C'est pour moi le résultat qui compte, c'est-à-dire des vergers en très bon état, des vignes en très bon état, des productions correctes. Les histoires de petits rendements qualitatifs, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et merveilleuse, parce que sinon ça va sonner en direct. Hein, là, vous avez la vraie vie. C'est la patronne. Tu sais mettre une veilleuse? Oui, non, mais j'ai un portable qui est bon. Bon, alors je suis content parce que finalement, moi j'allais aborder la question de la philosophie. Enfin, je t'avais posé une autre question, quelles sont les pratiques, mais c'est vrai que pour comprendre les pratiques, il faut comprendre la philosophie. Donc maintenant que tu as expliqué la philosophie, parce qu'il faut voir que les gens qui regardent ces vinoscopies ne sont pas tous des spécialistes. Donc, quelques mots sur les gestes. Mais la chimie dans la vigne est très récente dans ce département. La chimie est arrivée dans les années 80. Pas de chimie. Non, les gestes, moi, ça se limite à maintenir. Or, mes pratiques culturelles, comment les définir? En hiver, je laisse un enherbement hivernal. Puis mon domaine est situé à Casse-de-Penne, qui est un terroir qui avait été classé défavorisé par la Chambre d'agriculture, qui est toujours classé défavorisé, où on subit d'énormes sécheresses récurrentes depuis toujours. Donc, moi, je limite la concurrence sur mes cultures, c'est-à-dire, tu ne veux pas que la vigne souffre trop? Non, je veux pas qu'elle exactement. Je veux que ma propriété soit belle, esthétiquement, et d'ailleurs, les gens qui rentrent chez moi disent toujours c'est beau. C'est magnifique. Et même des fois, quand il y a des gens qui me disent on dirait pas du bio, ben, je prends ça comme un énorme compliment. C'est surprenant de dire ça, mais voilà. J'ai la chance de venir vendanger une demi-journée par an chez toi. C'est vrai que les vignes sont magnifiques. Alors, et tu as de la production. Hein. Tu as de la production. Oui, mais tout le monde devrait en avoir. Que je sache, tous les grands vignobles de France qui sont très réputés produisent beaucoup, beaucoup plus que nous. Alors ces histoires de petits rendements qualitatifs, ouais. Personnellement... Bon, on vise personne, on s'en fiche. Toi, non, je ne vise pas personne. Je dis que les gros vignobles qui produisent des vins très élaborés, très onéreux, eux ont des rendements beaucoup plus importants que nous et n'en parlent pas. Bon, pourquoi nous on devrait parler de petits rendements ou de gros rendements? Alors, je t'explique un peu la suite. Là, c'est bien sur la vigne, si tu n'as rien de particulier à dire sur la taille ou sur quoi que ce soit, sur la date de vendange. Non, je pense que tous les cycles, que ce soit des vignes ou des vergers, sont très importants. Et il n'y a rien de pire que de voir une vigne ou un verger mal taillé ou un cycle. J'ai horreur de ça. Voilà. Alors après, on va parler de la cave et après on viendra sur les autres productions parce que ça, c'est passionnant. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc maintenant, la cave et les vins que tu fais. Alors, parce que le proverbe, c'est chasser le naturel, le vin revient au galop. Moi, faut être honnête, je ne rentrais jamais, jusqu'à l'âge de 40 ans, je rentrais très peu dans des caves, et quand j'étais en cave coopérative... Parce que tu étais en cave coopérative, on nous varie un peu le passage. Voilà, c'est ce qu'on appelle un viticulteur, il amène du raisin. Et quand j'ai commencé à rentrer dans des caves, j'ai été un peu effaré par cette multitude de produits. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer tous ces fameux producteurs de vin nature, dont Thomas Loub, qui est pour moi un des meilleurs vinificateurs du domaine Matassa. Voilà, avec qui je me suis un peu libéré. Et j'ai compris que c'était un peu... comme il y a eu la contre-culture dans la musique, les vins nature, moi ce qui me plaisait c'était ce côté contre-culture. Voilà. On peut faire différemment. Tu serais un peu anard? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu aimes les contre-cultures, pourquoi? Mais justement parce que je pense qu'on nous avait imposé, qu'on m'a guidé vers une voie dans mes méthodes de travail, et comme là, je pense qu'on a guidé beaucoup de vignerons, on les a emprisonnés avec des labos, avec des... Voilà, on leur a mis des œillères, comme on m'en a mis à moi pendant des années. Et ça, je pense que de rencontrer des gens qui... c'est le seul chez qui je rentrais régulièrement dans la cave, avec qui on discutait librement, sans aucun tabou, qui me disait, voilà, si on peut faire ça, pourquoi pas. Alors quoi? Ça, quoi? Sans filtre, sans levure. Voilà, donc ça, c'est une facilité. C'est ce qu'on appelle un vigneron nature. Oui, après je veux pas être... Tu n'aimes pas les étiquettes, d'accord, mais voilà. Tu es un vigneron de nature. Oui, tu ne sulfites pas, tu ne mets pas de levure sélectionnée. Rien du tout, je n'achète aucun produit. Et tu ne trafiques pas avec les acidifications. Rien du tout, non, c'est juste un jus de raisin qui a fermenté. Je témoigne.
S'il y a un vigneron qui recourt à un procédé naturel et sans coût, hein, ah ben, moi, c'est ça qui me plaisait aussi, c'était de réduire... c'est incroyable. Moi, quand je me dis sur le côté culturel, j'essaie d'être pragmatique pour réduire les coûts. Et à la cave aussi, tout en ayant une cave plutôt moderne et hyper propre. Elle est pour propre. Moi, l'hygiène, c'est quelque chose d'important. Ben, je réduis les coûts au minimum. Ça se résume souvent à quelques analyses par acquis de conscience quand le vin ça va à l'étranger. Et quand c'est du vin que je vends ici, je ne fais même pas d'analyse, c'est gustatif. Voilà, ça marche bien, c'est bon. C'est bon, ça c'est pas bon. Moi le dire. Mais oui, mais moi je le dis, j'ai le droit de le dire. Personnellement, ma fierté c'est de dire je vends des vins dans des restaurants, ou des fois dans des restaurants UP ou pas UP ou à l'étranger, et en même temps de vendre du vin pas cher à des petits retraités qui ne sont même pas conscients de boire des vins nature. Mais c'est une fierté énorme de pouvoir vendre du vin à des prix modestes, on dira, et ça c'est, j'en tire une fierté. Moi, ce que j'aimais dans le phénomène des vins nature, j'étais persuadé que ça allait devenir quelque chose de populaire, ce qui n'est pas vraiment le cas. Ouais, je voulais pas que ça devienne un produit élitiste, moi j'aurais aimé que ça devienne un produit hyper populaire. Tu vois quand même que tu as une philosophie très structurée, et ma foi, mais je suis issu de monde coopératif où les produits des coopératives étaient populaires, étaient abordables pour beaucoup de gens, et je pensais que ça allait mettre encore la barre plus haut dans ce monde-là. Ben bon, après il faut reconnaître que les coûts et tout ce qui se passe, voilà. Dis-moi, il y a un moment dans la semaine privilégié pour toi. Est-ce que tu peux le dire? Ah, mais oui, autant j'aime vivre isolé, c'est pour ça que j'aime Magatte. Des fois, ça m'arrive de parler à personne d'une semaine. Et je sais même pas. Véro, tu lui parles pas? Dehors de ma femme, et de ma famille et de mon chien. Mais autant je peux rester 4 ou 5 jours sans parler à personne. Et je ne vais même pas jusqu'à l'entrée du domaine. Je cherche à vivre isolé. Autant qu'arrive le vendredi, il me tarde. D'être au samedi. De voir mes amis à Perpignan et de passer une matinée. Vas-y, raconte. Le marché République, je trouve que c'est un lieu de vie énorme pour une ville de Perpignan, parce que tous les producteurs qui y vont, c'est des sans faute, c'est que des gens sympathiques, que des producteurs sympathiques. Le marché du samedi. Hein. Le marché du samedi. Qui est un marché bio, non? Un marché bio, il y a des producteurs et des revendeurs. Moi, je fréquente les producteurs, je n'ai rien du tout contre les revendeurs. Il y en a quelques-uns très sympas, d'autres que je ne connais pas. Mais les producteurs sont tous plus que sympathiques, il y a un côté clan. Ouais. Et puis la clientèle, c'est une clientèle hors norme. Je vais être vulgaire, on n'a pas des pètes couilles, il n'y a que des gens qui sont là pour passer un bon moment. Sors ton téléphone, parce qu'on va faire quelque chose qui est inédit dans cette émission. L'épouse du vigneron va s'asseoir sur cette chaise. Mais oui. Voilà. Allez, Véro, allez. Non, mais oui. Non, mais on est en direct. Elle veut pas. Bon, alors en direct, elle refuse. Ouais. Donc, elle est plus discrète que moi. Alors, il faut qu'elle écoute quand même, parce que ce que je vais dire, c'est important. Sur la place de la République, je crois que tu as inventé un nouveau modèle économique. Un nouveau modèle économique consistant à avoir un stand qui a du succès et à ne pas y être présent. Tu es à 5 mètres au bar avec toutes tes ouailles. Et si quelqu'un s'arrête au stand, écoute, je caricature, je l'ai vu. Si quelqu'un s'arrête au stand, tu dis à tes amis là, qui sont installés en train de boire un café, je vais au stand. Et même les gens, je pense qu'il y a des gens qui viennent au bar quand ils voient que tu n'es pas au stand. C'est vrai, mais... Fréquent, non? Oui, c'est régulier, on va dire. Je vais au café pour avoir du café. Non, j'ai pas laissé entendre que tu étais... Mais dans cette clientèle qui est à République, il faut être honnête, il n'y a que des gens plus qu'adorables, où j'ai fait vraiment des belles rencontres qui sont importantes pour moi dans ma vie actuelle. Il y a des gens qui sont devenus... D'ailleurs, j'aime pas dire des clients, 99% c'est des amis. Très bien. Voilà. Alors, comme on doit encore aborder... il y en a certains beaucoup plus que d'autres qui se fréquentent. Puis là pour l'émission, pour les gens qui sont de la région, maintenant vous aurez envie d'aller voir ce phénomène qui a inventé un nouveau modèle économique fondé sur autre chose que la présence, l'acte commercial socialisé d'une manière différente. Le clair n'a qu'à bien se tenir. Alors, voilà, oui. Alors, maintenant, comme il faut qu'on aborde encore pas mal de choses, on va parler de ces fameuses autres productions. Mais auparavant, Véro, puisque tu es là, est-ce que tu peux aller chercher la bouteille que Pierre a amenée? Et avant de quitter le vin, je vais te poser 2 questions. L'une, c'est, est-ce que de mémoire, tu peux citer quelques noms de cuvées? Parce que là, vous êtes très
imaginative, donc je ne te demande pas toutes depuis le début parce que tu ne pourrais pas, mais est-ce que tu peux citer 3 ou 4 noms de cuvées? La première que j'avais fait, que j'ai adoré, c'était Marche ou crève, parce que j'adore Prévert, et c'est un texte de Prévert qui Super. est fabuleux, où il parle des vignerons, des jeunes qui s'engagent dans... Mais ça s'appelle Marche ou crève, c'est un texte de Jacques Prévert qui est fabuleux. C'est formidable. Qui a mis en musique il y a une dizaine d'années de ça, que j'adore. Ça a été un de mes premiers vins. Après, j'avais fait le Red Power pour me faire marrer. Parce que mon fils, à cette époque-là, buvait du Red Bull, donc ça me faisait chier. Non, Red Power. J'avais fait le Red Power, j'avais fait le Clos de Terrasse pour être tombé un peu dans la vulgarité, pour que ça ressemble à la Clos de Terrasse. Bon, en fait, je pense que c'est ce qu'il y a. Et cette année, par exemple, est-ce que tu sais ce que tu vas faire comme cuvée? Le nom, hein. La première que je vais mettre, celle qu'on va goûter, c'est Les Amis de la Terre, tout simplement. Des verres et le tire-bouchon. Voilà, ça c'est... J'adore les premières associations d'écolos ou un peu anarchistes qui s'étaient créées dans les années 60, comme La Gueule Ouverte, Les Amis de la Terre, qui existent toujours, les Amis de la Terre, oui, bien sûr. qu'on entend peu parler. Mais publie, hein. Ouais, voilà, j'adore cette association. Et donc, moi, ma vie, c'est ma famille et la terre. Et c'est un vin qui devient phare pour moi, faire Les Amis de la Terre. Et donc ça, c'est Les Amis de la Terre, c'est cette cuvée-là? Ouais, ça va mais être de 18? Ah, mais c'est 2019. Super. L'alcoolique est terminé et la malo est enclenchée. Voilà, tu parles des fermentations, hein, nos auditeurs ils ne savent pas tous. Voilà. Malo, lactique. Voilà. La fermentation alcoolique, c'est-à-dire la transformation du sucre en alcool est terminée, et la malolactique, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais... Juste qu'il est un peu trouble, parce qu'il n'a pas fait assez froid. On s'en fout, cave, c'est pas grave. Mais c'est un vin qui sera prêt à boire dans un mois. Et bon, alors voilà, on a fait à peu près tout ce qu'on a. Est-ce que, avant d'attaquer les autres productions, j'ai 2 petites questions. Est-ce que tu as une petite fantaisie dans ta vie? Que tu puisses dire, bien sûr. Hein. Ma fantaisie, en dehors de ma vie de famille... N'importe quoi, vie de famille. J'ai gardé les mêmes... Une petite fantaisie. J'ai les 2 mêmes depuis l'âge de 6 ans, c'est la bande dessinée et la musique. Très bien. C'est les 2 mêmes. C'est des grosses fantaisies, ça, c'est pas des petites. petites. Et qui perdurent toujours. D'ailleurs, je fais vivre les commerces perpignanais à travers ces fantaisies. Et je pense que c'est des moments d'inspiration. C'est un peu un jardin secret alors, ou alors c'est quoi de tout? C'est presque une façon de s'éduquer pour moi. Je ne suis pas allé à l'école, je reconnais, donc je m'éduque à travers la lecture et voilà, et musique. Bon, alors on va passer à ces fameuses autres productions, parce que là, ça vaudrait presque la peine de faire une deuxième émission, mais on ne peut pas parce que c'est vinoscopie. Hein, le jour où on fera grenadoscopie, ça sera considéré comme dangereux. Mais je pense que c'est les alliés du vin. Alors vas-y, dis-nous quelles sont les autres activités. En fait, les autres activités, je voulais que mon exploitation ressemble à une ferme méditerranéenne. Donc je m'étais basé, je suis un passionné d'arbres. Voilà, mais je voulais que ce soit une harmonie de produits méditerranéens. On a planté 7 variétés de figues, on a 500 figuiers. 500 figuiers, 7 variétés. 7 variétés de figues qu'on commercialise, qu'on transforme. Alors, en plus, il n'est pas gentil avec moi parce que je lui ai tellement dit qu'il fallait qu'il plante de la Coille de Seigneur, la variété locale, qu'il en a mis autour de sa maison, mais pas dans les champs. J'ai planté que les variétés qui me plaisaient gustativement. Voilà. Alors, quelles sont ces variétés? Il y a la Couille du Pape, ça c'est magnifique. Hein. Ouais, j'ai appris une variété qui s'appelle la Panachée, qui est jaune et verte. J'ai de la Madeleine des 2 saisons. Est-ce que ça te permet d'étaler la période de récolte? Ça me permet de cueillir de fin juin et on va terminer demain. Demain, ça va être le dernier passage. Fin juin, ça veut dire que tu as tout juillet, tout août, tout août et tout septembre. On termine demain. Voilà, donc 2 mois et demi à 3 mois. Ouais, on fait 3 passages par semaine pendant 2 mois et demi. Qu'est-ce que tu ramasses à peu près chaque fois que tu fais un passage? C'est énorme, c'est comme si je demandais... C'est un peu gênant de le dire. Ouais, j'aime pas dire ni le volume, ni mon chiffre d'affaires. D'accord, c'est des trucs... Non, mais parce que les gens ne se rendent pas compte, quoi. C'est des tonnes, ça pèse la figue. Non, alors par contre... Surtout les couilles du pape. Elles sont petites, hein, c'est ça que... Ça pèse, là, on mesure la densité par le volume. C'est un fruit qui est... Le coût de la figue est tout dans la cueillette. Hein. La cueillette est hors norme parce que c'est très délicat, ça pèse peu, à défaut de ce que tu dis. Ah bon? Mais je sais pas. Quand on dit ça pèse une figue, on a tout dit, c'est un fruit. Ah bon? C'est un fruit qui pèse pas par rapport à une pêche, un abricot, une prune. C'est un fruit qui pèse entre 20 et 40 grammes. Des bonnes années, on en a eu jusqu'à 60 grammes, c'est vraiment exceptionnel. Qu'est-ce que c'est la variété qui te donne les plus grosses figues? Alors, bizarrement, le figuier est souvent bifère, c'est-à-dire on fait une récolte sur le bois d'année précédente, plus une récolte sur le bois d'année qui pousse. Donc on fait souvent, sur 6 variétés, on fait 2 récoltes. Ah oui, parce qu'il y a la fameuse figue de mai. Il est bifère ou unifère. Ah, il y en a qui ne font pas 2. Il y a la variété la plus connue en France, qui est la violette de Soliès, est unifère, on fait qu'une récolte au mois d'août. Point barre.
Et beaucoup, après les 3/4 des variétés sont vifères. Et moi je préfère. J'ai pitié du caméraman, je donne un verre de... Voilà, en fait, on les régule dans le mode de la taille. Et sur toutes les variétés, je mise surtout sur la seconde récolte. C'est la plus importante en général, non? Ouais, c'est là où elles sont meilleures, elles sont plus chargées en sucre que la première, des fois, voilà, c'est pas exceptionnel. Même si les Parisiens les en raffolent, ils sont prêts à les payer. Et tu fais, avant de quitter la figue pour aller vers un autre produit, tu fais, en plus de la figue... De la grenade. Non, dans la figue. Alors on transforme... Produits dérivés. On transforme en vinaigre, en confiture. Vinaigre, confiture. Et nectar. Voilà. Ce qui fait chose assez extraordinaire. Quand je vous dis que le bonhomme invente un nouveau modèle économique, c'est que non seulement il n'est pas à son stand, mais il a toujours du produit. Parce qu'entre le vinaigre, la confiture, le truc, tu as toujours du produit quand même. Il n'arrive pas que tu aies rien. Là, je vais terminer dans quelques temps la récolte de Relive 2018 et en novembre, je vais rentrer l'autre. C'est toujours. Alors, on attaque les olives. Péniblement. Puisqu'on a fini les figues, on passe aux olives. Voilà. Et l'olive, je pense, c'était un incontournable. Moi, j'adore aller en Espagne pour voilà, je suis en admiration devant les champs d'oliviers. Je pense qu'un viticulteur devrait avoir un champ d'olivier ou des oliviers. C'est vrai. D'ailleurs, ça revient, parce qu'avant, dans le passé, tous les vignerons avaient des oliviers aussi. Au moins des d'oliviers, je ne sais pas, c'est un arbre qui est... C'est d'après moi, le meilleur mariage esthétiquement avec la vigne et sur une table. Et puis il est argenté. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est argenté qu'il plaît autant, mais il est beau. Ça dépend des variétés. Les feuilles? Oui, il y a des feuilles qui sont plus vertes ou plus noires ou plus blanches que d'autres. Ah, d'accord. Non, mais avec la lumière, quand tu vois un champ d'olivier, on dit l'arbre blanc. C'est un arbre blanc qui a tendance à tirer vers le blanc. Alors là, on va pas dire combien tu as d'arbres, parce que le fisc écoute. J'ai 3 hectares et demi d'olivier. Voilà. J'espère que le fisc n'écoute pas. Hein. Non, alors, tu fais une huile d'olive délicieuse. Est-ce que tu vends l'olive sous d'autres formes? Non, on fait que de l'huile essentiellement parce que transformer des olives de bouche en bio, déjà le fait de ne pas irriguer, on avait planté de la luc, mais autant elle passe très bien pour l'huile, mais on devrait l'accueillir en olive de bouche, ce serait une catastrophe, je pense, elle est pas assez belle. Par manque d'eau, c'est un arbre qui demande de l'eau et nous on n'irrigue pas. Ok, alors attends. On mise tout sur l'huile. Donc l'huile délicieuse, elle est bio bien sûr. Hein. Ouais. Elle ne sera pas dans l'AOC, parce que là aussi, malgré mes recommandations stupides de non-agriculteur, tu n'as pas fait le choix de l'appellation. Et tu sais expliquer pourquoi. Hein. Tu n'as pas voulu planter l'olivière. J'en ai de l'olivière, détrompe-toi. Non, mais tu m'as dit les rendements ne sont pas assez importants. C'est un arbre qui déjà devient énorme, donc qui complique les... En cueillette, c'est compliqué. En taille, déjà, parce que quand je taille un arbre d'olivière, je peux tailler 2 arbres de verdal ou d'autres variétés, parce que l'arbre devient énorme. Il produit beaucoup d'olives, mais qui contiennent peu d'huile. Donc c'est un arbre qui finalement nous coûte cher, qui fait une huile excellente, elle est pleine de qualité, on peut dire ce que voudra, mais les rendements en huile, pas en olive, sont petits. Alors moi je voudrais plaider quand même. Mais... Et malgré tout, il faut vivre dans l'agriculture, il ne faut pas faire que du romantisme. Alors, Et pourtant je sombre dans le romantisme quand je regarde mon exploitation, mais il faut être pragmatique. Non mais j'ai un argument, mais qui ne tient pas, parce que moi je ne suis pas... Mais j'ai quand même un argument, c'est que si on a une vue à moyen terme, une appellation, ça te distingue, et la distinction conduit à une valorisation. C'est un peu l'esprit. Hein. Je pense que les plantes et les animaux et les hommes sont faits pour se promener, et je pense que c'est une erreur de s'enfermer avec des cépages et des arbres. D'accord. En tant qu'agriculteur, puisqu'on regarde la météo de quand j'étais jeune, n'est pas la même météo qu'aujourd'hui. Les méthodes de travail évoluent, et je pense qu'il faut... Sur les variétés, il faut avoir l'esprit beaucoup plus ouvert et même aller peut-être chercher des variétés dans des endroits beaucoup plus arides que nous, aussi bien en vigne qu'en arbre, et rechercher, pas avoir des airs, dire ce qui est d'ici, qui des fois, par manque de déplacement, les gens décrétaient que la Colle de Seigneur était la meilleure du monde, l'Olivière était la meilleure du monde, et ainsi de suite. Bon. Je pense que c'est... Tu as un esprit universaliste. Il faut que tu respectes ceux qui, eux, sont attachés à une identité. Mais toi, tu sais défendre ta position. Partout, ouais, voilà. Merci. Non, je déconne. Alors, maintenant, on va terminer. Après, il y aura les 2 questions que je pose à chaque vinoscopie, mais on va terminer sur les autres productions. Parce que tu as des trucs intéressants. De la grenade aussi. Voilà. De la grenade. On a un champ qui fait 1,20 hectare où là, c'est un peu... Ça fait combien d'arbres pour faire ça? J'ai un peu plus de 200 arbres, j'ai 220 arbres, où j'ai mélangé, en fait, j'ai mélangé toutes les variétés qu'avait pu me fournir le pépiniériste. Donc il y a de la Wonderful, de la Moyard de Elche qui est très connue, qui est excellente. De la Moyard de Elche. C'est la variété espagnole. Ouais, c'est
pour moi la meilleure variété de grenade à planter. Je pense que c'est la variété qu'il faut planter à tous les niveaux. Une variété qui s'appelle Kabila et une variété qui s'appelle Stainless au California. En fait, je mélange tout, je fais des jus en mélangeant toutes ces Mais variétés. tu vends pas le fruit aussi en vrac? J'en vends un petit peu en vrac. Cette année, dans mon jardin, j'ai un grenadier, il est couvert de fruits. Tu vas avoir une récolte géante. On a peu de recul. On ne va pas tous inventer professionnels de la grenade. On a peu de recul. Chose que je m'aperçois maintenant, c'est que les années où on a des grands froids, l'arbre fleurit très peu. Et les années où on a les hivers très doux, on a d'énormes productions. Ce qui est le cas, on vient de passer un hiver très doux. Et ça a été radical. Il y a eu une floraison qui a tenu, qui est énorme. Donc c'est une activité d'avenir, si je comprends bien. Puisqu'il y a le réchauffement climatique. Mais il suffit qu'il y ait quelques gelées en hiver, des fois, pour perturber. C'est un arbre qui se perturbe facilement. On connaît très peu, on en parle tous, on ne le connaît pas assez, je pense. Et après, sur une partie du verger, j'ai fait une rangée de figuiers, une rangée de grenadiers, j'ai voulu un peu... Pas Olivier, t'as pas essayé Olivier? Non, j'ai mélangé figuier et grenadier à l'époque. Je sens que tu vas sortir une espèce de grenade en forme de figue bientôt. Voilà, une couleur bizarre. Et après, j'ai tendance à planter des arbres partout autour de mon exploitation. C'est magnifique, oui. Des arbousiers, des pistachiers. Là, hier, j'ai ramené des sorbiers. C'est pas pour des régions un peu d'altitude, le sorbier? Le sorbier, les études d'agroforesterie en vigne disent que c'est l'arbre le mieux adapté, disons, un jumelage avec la vigne, pas qui parasiterait le champignon d'oïdium, mais il paraît que sa présence atténue la pression d'oïdium. Ça, c'est ce que j'ai lu. Après, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'on en fait du sorbier? Or, c'est une poire qui est un peu dégueulasse, mais l'arbre est tellement beau, je m'en fous pas mal. C'est une poire? En fait, c'est une dérivée de la poire, le sorbier. Il y a le sorbier des oiseaux, qui est immangeable, et le sorbier domestique, que je connaissais. et le sorbier domestique qui ressemble à une pomme. Il y en a qui le définissent comme une poire. Ouais, de petit calibre, mais l'arbre est très productif, ça fait d'énormes grappes. Et t'as pas essayé de faire des confitures? Je les ai ramenés hier, alors je vais les planter. Voilà, j'ai des pistachiers, j'ai pas mal de caroubiers avec les fèves. Ces arbres, en fait, tous les arbres méditerranéens me font rêver. Je sais, parce que tu avais envisagé, et je t'avais dit, mon Dieu, que j'aimerais, mais c'est pas... J'ai beaucoup de figues de Barbarie aussi. Ah oui, aussi, c'est vrai. Ouais, voilà, que tu récoltes là, hein. Oui, on a transformé là, là, dans la voiture, j'ai pas mal de... Et alors, tu avais envie de faire des capres et ça a été un peu compliqué. Des capres, j'en ai planté, c'est ridicule, c'est vraiment... Pour les gîtes et pour nous, j'ai planté une trentaine de plants de capres, on a cueilli quand même 3 kilos de capres. Ce qui est ridicule, mais bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'agriculteurs qui aient 3 kilos de capres chez eux. J'allais oublier les gîtes, punaise, mais c'est un bonhomme, il faudrait 3 émissions. Alors, les gîtes, vas-y. Où est-ce que tu habites? Qu'est-ce que c'est l'endroit où tu habites? Alors, ça c'est l'histoire de ma femme et moi, on adore les maisons. Bon, on a fait toute la cave, plusieurs gîtes, notre maison, les hangars à base de conteneurs maritimes. Voilà. On se croirait au Havre quand on et en même temps, c'est au milieu d'une oliveraie. Moi, je dis. Mais un Havre de paix. Ouais. Voilà, il y a un peu le côté minéral et en même temps ce truc un peu ubuesque au milieu de. Puis ce qui est amusant, c'est que tu es dans une rue de Casse-de-Peine, mais tu es sur le territoire d'Espierre-d'Agly, je suis à la frontière. C'est-à-dire que de l'autre côté de la rue, ils sont dans une autre commune. Et c'est deux villages que j'adore, qui font partie de mon enfance. De ta vie. Ouais. Ah oui, c'est vraiment mon enfance. Le terrain où on habite, je l'ai racheté à quelqu'un qui l'avait acheté à mon grand-père, qui était pour essayer de ruiner. Et donc, mon grand-père s'appelait Pierre Danois, et j'ai racheté à quelqu'un 40 ans après, les parcelles qui étaient à mon grand-père, qui s'appelait comme moi. Et on y vit dessus. C'est vrai que tu es sentimental quand même. Hein. Oui, non, mais ça c'est le hasard. Hein. Je me suis aperçu le jour où on a passé l'acte. Hein. Alors donc tu as ces gîtes qui fonctionnent du feu de Dieu. Oui, il ne faut pas le dire, c'est le mec du fisc qui écoute. Non, tout est réglo. Oui, tout est réglo. Oui, mais l'agrotourisme, j'y ai toujours cru. Je pense que c'est la meilleure chose qu'un agriculteur puisse faire et devrait faire. S'il y a des gens qui devraient prendre l'option du tourisme, c'est vraiment les agriculteurs. Il n'y a pas plus agréable que de recevoir des gens qui sont... Quand ils viennent à la campagne, on sait très bien pourquoi ils viennent. Ils viennent dans une exploitation agricole. Et ça se passe comment là? C'est pas réservé par... Oh, nous on passe que par Airbnb, ça fonctionne très bien. Alors moi je vais donner un conseil aux gens. Et on a 100% de gens hyper sympas, mais c'est un conseil, fabuleux, les rencontres. C'est que même les gens d'ici devraient venir passer une semaine chez toi. J'ai eu des gens qui sont venus. Oui, non, mais parce que, bon, toi tu as eu des gens qui sont venus pour certaines raisons parfois. Non, je me souviens que tu m'as raconté. On s'attarde pas là-dessus. Non, je dis simplement que venir chez vous, c'est pas uniquement être au milieu d'une oliveraie et de vignes.
c'est qu'il y a des petits cadeaux quand on arrive le soir, on trouve des figues, des grenades selon la saison, on trouve une bouteille d'huile d'olive peut-être. Oui, mais c'est régulièrement, on laisse toujours de l'huile d'olive. C'est de la chaleur, hein. C'est pas uniquement des confitures, et quand on cueille des figues, j'emmène une assiette de figues tous les soirs, et ainsi de suite. Dans chaque gîte. Dans chaque gîte. Il y en a combien? Il y a 3 gîtes pour 4 personnes, un studio et une chambre d'hôte. Bientôt ça va être une multinationale. Hein. On espère. Non, alors je te pose les deux dernières. Continuer à vivre caché. Je te pose les deux questions rituelles. D'abord, quel est le message que tu aimerais faire passer? Tu n'as pas voulu les connaître à l'avance, ça m'a fait plaisir. Parce que les autres me disent, qu'est-ce que c'est la question que tu vas poser? Mais je voudrais que les gens qui s'installent, que leur priorité, plutôt que de dire avoir, c'est un peu la plus grosse bite du village, avoir son nom sur une étiquette de vin, que je trouve ça ridicule. Être la priorité, ce serait qu'ils découvrent l'amour de la terre et savoir que toutes les générations de mes parents, de mes grands-parents, se sont sacrifiés. C'est beau, émotion à Vinoscopie. Et la deuxième question, après quand même, on ne quittera pas l'émission sans parler de ce vin parce que j'ai des choses à dire. Hein. C'est toujours un peu, je parle du vin. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Pas grand-chose. Il n'est jamais à son stand. J'ai beaucoup d'amis et d'avoir beaucoup d'amis, je pense que c'est important, hein, puisqu'un gros compte en banque ou d'avoir beaucoup de vins vendus dans les restaurants étoilés, je pense d'avoir beaucoup d'amis, c'est très important. C'est une richesse. Hein. Ah oui, c'est énorme. De rencontrer des gens intéressants, ça nous fait grandir. Très bien. Alors, rapidement, ce vin, tu fais pas montre-le à la caméra, ce sera aimable. Il vaut mieux que ce soit lui, montre-le à la caméra. Là, en étant plein. Alors c'est un peu particulier parce que j'ai vraiment changé par rapport à l'an dernier. Malgré que ce soit en rouge, tu vas le goûter. T'as pas fait d'analyse, hein, parce qu'il me semble qu'il y a du sucre résiduel un peu. Attends, il a 3 semaines. Non mais tu as dit elle est finie, la fermentation alcoolique. L'alcoolique, ça se voit qu'elle est finie. Il n'y a pas besoin d'aller faire une analyse pour savoir que l'alcoolique est fini. Mais il y a 70% de blanc dans ce... C'est muscaté un peu. Il y a 70% de muscat petit et 30% de c'est un rouge avec des arômes muscatés, c'est génial. Voilà, mais comment elle s'appelle la cuvée déjà? Amis de la Terre. Hein. Amis de la Terre. Voilà. Au pluriel. Au pluriel. Voilà. Et tu sais quels seront les noms des autres cuvées Oui, il y a... cette année. Contre un arbre, bien entendu. Contre un arbre. Après, il y a Prisonnier des nuages. Contre un arbre, c'est une chanson de Dominica. Voilà, souvent c'est Prisonnier des nuages. C'est une chanson de Nougaro quand même. Quelqu'un de ta j'aurais génération, savoir, t'es un peu là, t'es passé à côté là. Non, c'est vrai, mais bon. Et après il y a Prisonnier de l'inutile qui est un classique pour moi, qui est un texte de Gérard Manset que j'adore. Ah, Gérard Manset, j'aime beaucoup. Il se fout de la gueule de la société de consommation dans ce texte. Dans les années 60, alors je me dis, on est en 2020, c'était déjà visionnaire. Bon, mais je vais te dire, pour conclure l'émission, si tu étais un champagne, tu serais un brut de nature. Voilà. Et comment tu le trouves? Je l'aime beaucoup. Alors il regorge de fruits. Bien sûr, il est encore un peu trouble parce qu'il va déposer. Hein. Le froid va déposer. Le problème, c'est que le froid n'est pas rentré dans la cave. Non, mais c'est délicieux. C'est délicieux et il n'y a pas la moindre trace du fait qu'il n'ait pas été sulfité. Hein. Ah. Non, là vraiment, c'est nickel. Hein. C'est du jus de raisin qui a fermenté aujourd'hui. Voilà. Donc c'est quelques centilitres de plaisir. Alors, notre émission est terminée. Je voudrais annoncer la prochaine Vinoscopie. C'est le 17 octobre. Et nous aurons Alain Potier du domaine de la Tourasse. Et puis, donc, Vinoscopie numéro 4 avec Pierre Danois. On peut le voir sur le site d'Archipel Contre-Attaque. L'Archipel Contre-Attaque, mais ça y sera dans quelques jours. Oui, il faut vivre sa vie. Mais là, on peut le voir sur YouTube, non? Pas encore. Non, là, on peut le voir sur Facebook, sur mon Facebook. Alors, de Facebook de Nicolas. YouTube. Alors, actuellement, là, vous le voyez, ou vous pouvez le revoir, parce que ça va rester sur la page Facebook ou le mur, je ne sais pas très bien ce que ça s'appelle. Facebook de Nicolas sur Codeville. Facebook de Nicolas Codeville. Codeville, C-A-U-D-E-V-I. C'est aussi sur l'Archipel Contre-Attaque Facebook, info. Et des tas d'autres trucs que vous avez déjà partagés. Et de toute façon, ça restera à la rubrique Vinoscopie. Toutes les Vinoscopies vont s'ajouter, avec chaque fois le nom du vigneron. Et donc, on pourra le voir pendant pas mal de temps. Merci beaucoup, Pierre Danois. Merci, Pierre. C'était très intéressant et tu as terminé sur une émotion très forte. Et merci, Nicolas. Et donc, je vous dis au 17 octobre pour le prochain Vinoscopie. Toujours à l'Ubu. Toujours à l'Ubu.